pas que cela soit un pas en arrière, plutôt un très grand pas en avant, parce qu'il s'agit aujourd'hui pour nous de restaurer d'abord la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Vous avez dû remarquer que le gouvernement, avec les orientations données par le chef de l'État, a pu conclure un accord qui a regroupé pratiquement tous les groupes armés, notamment 14 groupes armés, qui ont conjointement signé un accord de paix qui vont permettre au gouvernement justement de reprendre en main la question sécuritaire. C'est vrai que la mise en œuvre de cet accord va être difficile, mais nous pensons que nous avons fait vraiment un grand pas en avant en trouvant cet accord avec les groupes armés. Vous savez que cet accord, quand on essaie de le lire et bien de le comprendre, on se rend compte que nous pouvons les classifier pratiquement en 20 points. Et chaque décision prise dans cet accord a un impact budgétaire. Ce qui fait que forcément pour nous, il faudrait non seulement arriver à affiner chacun de ces charges financières et de voir comment nous pouvons arriver à les mettre au niveau du budget. Ce sont de nouvelles dépenses qui sont pour nous essentielles. Le président de la République a dit ceci, que la guerre a un prix, mais que la paix en elle-même n'a pas de prix. Donc cela veut dire que pour nous c'est essentiel d'arriver à trouver des solutions idoines en matière de prise en charge financière pour justement accompagner la mise en œuvre de cet accord. Je vous assure que ça ne serait pas du tout quelque chose d'aussi simple, parce que c'est là où nous aurons besoin davantage de nos partenaires pour nous accompagner justement dans l'évaluation justement de cette prise en charge financière en ce qui concerne les différents points qui se trouvent dans cet accord. Vous savez, nous avons voté le budget pour 2019 et nous sommes obligés aujourd'hui non seulement d'aller vers un collectif budgétaire pour nous permettre justement d'arriver à prendre en charge ces différentes nouvelles charges, du moins ces nouvelles charges financières qui devraient dorénavant s'imposer à nous. Et nous devons forcément passer par là. On a entamé déjà un processus de débat, d'échange avec nos différents partenaires techniques et financiers, car comme vous le savez, les différentes parties prenantes à cet accord ne sont pas forcément que les groupes armés, mais il y a aussi la communauté internationale, vous avez l'Union africaine, vous avez l'Union européenne, vous avez aussi les pays limitrophes de la RCA qui se sont portés garants pour la mise en œuvre de cet accord. Donc je pense qu'avec l'aide de tous, nous pourrons justement arriver à une très bonne mise en œuvre, tout en accompagnant cette mise en œuvre de financements additionnels. On n'a pas attendu l'accord de paix pour essayer déjà de mettre en place un programme relatif au DDR. Je vous rappelle déjà qu'il y avait déjà eu un DDR pilote qui s'est très bien passé. Aujourd'hui, à l'heure où vous me posez cette question, le président de la République, chef de l'État, a instruit les services des finances pour essayer de mettre les fonds nécessaires pour que le comité de suivi qui a été mis en place par rapport au DDR se réunisse très rapidement pour justement arriver à faire en sorte que tous les groupes armés qui font partie justement de cet accord puissent déjà avoir une feuille de route bien définie pour que le processus, la transmission des noms, la composition de ceux qui se trouvent dans ces groupes armés, que ce nom-là puisse être communiqué au niveau de ce comité afin que le processus puisse être déclenché. Donc je crois que l'accord de paix prend en compte tout ce qui concerne le DDR. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons régler ces questions-là. L'accord de paix vient d'être signé. Nous sommes dans une phase de mise en œuvre d'un certain nombre de préalables, notamment des décrets qui ont été signés déjà par le chef de l'État pour la création de comités de suivi, de commissions de mise en œuvre de tels points de l'accord, etc. Donc nous sommes convaincus que cela va participer au processus qui va nous permettre justement
d'étendre ou bien de faire partir nos différents agents sur les différents sites, notamment dans les différentes provinces qui sont aujourd'hui occupées par ces groupes armés. Il va de soi que dès lors où l'accord est déjà signé, qu'il faudrait que justement ces principaux acteurs, ceux qui détiennent encore les armes, puissent laisser les services de l'État procéder justement à la collecte des recettes fiscales. Je vous avoue que ça ne va pas se faire aussi facilement, mais cela devrait vraiment se faire. Dans cet accord de paix, il est prévu justement qu'il y ait un comité qui va suivre la mise en œuvre des différents points, comme je le disais tout à l'heure, contenus de cet accord. Si effectivement on se rendait compte à l'évidence que l'accord est partiellement exécuté ou qu'il est mal exécuté, il va de soi que ces personnes, ces responsables-là, parce qu'il y a eu des désignations de ces principaux responsables dans des zones militaires, puisqu'on a créé certaines zones militaires pour justement permettre à ces responsables-là d'occuper et d'assurer par la même occasion la sécurité, la libre circulation des biens des personnes dans ces zones qu'on leur a confiées. Donc je suis convaincu qu'il ne faut pas trop tôt désespérer, qu'il n'y aura pas rapidement des dividendes suite à cet accord. Moi, je suis convaincu et il faut rester vraiment optimiste pour dire qu'effectivement, à travers cet accord-là, les principaux responsables concernés vont permettre à nos populations d'être sécurisées, permettre à nos populations d'aller et venir comme elles veulent, et permettre à nos populations, justement, comme elles veulent, permettre à nos populations d'aller vendre ou transporter leurs marchandises d'un point A à un point B de notre territoire. Déjà, je veux parler un peu du niveau du taux de pression fiscale déjà chez nous, puisque nous sommes autour de 9% et en termes de perspective, nous envisageons atteindre au moins 10% du PIB, tout en sachant que dans la zone, nous oscillons autour de pratiquement 12%. En Afrique centrale, aujourd'hui, on veut essayer d'aller vers 17%, mais quand on fait une comparaison avec l'Afrique de l'Ouest, ils sont autour de 20%. Et ils sont en train de faire en sorte que cela devienne des critères de convergence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et nous pensons qu'effectivement, qu'il faudrait que nous-mêmes au niveau de l'Afrique centrale, que cela fasse aussi partie de nos critères de convergence. Dans le cas des critères de convergence, en tout cas pour 2018, nous avons respecté tous ces critères. Et nous sommes le seul pays à avoir respecté les critères de convergence, notamment en ce qui concerne l'inflation, en ce qui concerne la croissance. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi soulever. En ce qui concerne le déploiement des fonctionnaires agents de l'État, comme je vous l'ai dit, à la nouvelle de la signature de l'accord de paix, il reviendra pour nous, surtout pour les zones qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas du tout sécurisées, essayer justement de faire comprendre aux groupes armés qu'il est temps que les agents de l'État puissent aller non seulement s'installer et faire correctement leur travail et être accompagnés par les forces de défense et de sécurité de notre pays. Parce que il faut dire que tout le processus d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de ces accords ou encore la sécurité, la sécurisation de notre population se fera sous l'état-major des armées. Ça ne se fera pas sous l'état-major des groupes armés ou quoi que ce soit, puisque ces groupes armés aujourd'hui rentrent dans le cadre de ce processus. Donc nous pensons que nos forces, nos agents, les fonctionnaires du ministère des Finances seront bénéficiés justement de l'accompagnement, y compris de la MINUSCA, y compris des forces armées centrafricaines, y compris bien évidemment de ces groupes armés qui en principe rentrent dans le processus de la mise en œuvre de cet accord de paix. Ça va se faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une réunion va se tenir avec les différents responsables des régies financières de chez nous, notamment la douane, le trésor, les impôts, pour que nous puissions faire le point de ces fonctionnaires qui sont déjà affectés et
affectés dans les différentes préfectures de notre pays pour qu'on puisse savoir est-ce que réellement ils sont aussi sur le terrain. Vous évoquez le cas de la surliquidité des banques et le fait aussi que les opérateurs économiques ne bénéficient pas suffisamment de l'accompagnement de ces banques pour pouvoir investir. Je peux partager cet avis au niveau de nos opérateurs économiques parce que pour la plupart du temps, qu'est-ce que réclament les banques? Les banques réclament une garantie parfois, des garanties qu'eux, ils n'en ont pas. Les banques sont frileuses parce qu'elles estiment que la sécurité n'est pas totalement revenue pour pouvoir justement permettre justement d'accompagner ces opérateurs, ces différents opérateurs. Ben, je pense que dans certaines parties de notre pays où on estime qu'il y a la sécurité, je pense qu'effectivement, rien qu'avoir un niveau de... parce qu'il y a une relation entre la croissance économique et le niveau des décaissements ou bien des paiements qui sont faits au niveau des banques. Quand on fait un peu la relation, on se rend compte que finalement, même les banques aussi les accompagnent. Mais en étant un peu trop prudent, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait vraiment de la sécurité partout pour que les banques puissent les accompagner. Maintenant, et je le répète assez souvent, surtout dans les différents secteurs d'activité, j'estime pour ma part que, à l'exemple justement d'un atelier auquel j'ai participé, où j'ai exercé les acteurs des BTP, ceux qui évoluent dans le secteur des BTP, à dire tout simplement, lorsque vous êtes confronté à des problèmes de mobilisation de ressources pour financer vos activités, et il faudrait bien que vous essayiez d'aller plus loin, d'être innovant, d'essayer de vous regrouper, de vous mettre ensemble, de créer ce qu'on appelle des sociétés de cautionnement mutuel, où vous mettez ensemble, et ensemble vous venez, vous partagez les risques, et vous venez solliciter l'accompagnement d'une banque. Et je pense que ce sont des choses qui se font dans d'autres pays que j'ai connus, le Maroc, le Bénin, le Cameroun, déjà à côté ici. Donc si effectivement les opérateurs se disent que nous qui sommes issus d'un même secteur d'activité, si on se met ensemble, on crée une forme je dirais, de fonds de garantie ou bien de société de cautionnement mutuel, je suis convaincu que les banques vont devoir les accompagner. C'est comme ça qu'on peut contourner ces questions de garantie qui se posent très souvent aux opérateurs économiques et qui estiment que les banques ne sont pas tellement assez présentes pour les accompagner dans leurs activités. Je pense que ce sont des suggestions que j'ai eu à faire et que je suis convaincu que ces opérateurs économiques peuvent les prendre à leur compte pour essayer de voir comment elles peuvent travailler avec les banques qui effectivement ont une certaine solidité aujourd'hui dans notre pays. Bon, justement, nous sommes en train de mettre au niveau de la direction générale des impôts, nous sommes en train, en ce qui concerne les impôts, nous sommes bien sûr dans le système F4, de façon à ce que les agents vraiment s'approprient cet outil-là pour aller un peu de l'avance en ce qui concerne la direction générale des impôts. En ce qui concerne Sidonia évolue bien parce que nous avons déployé Sidonia au niveau de Bellecour de façon à ce que tout ce qui concerne les déclarations douanières, que cela se fasse au niveau de Sidonia. Je pense qu'à ce niveau, les choses se déroulent normalement. Il y avait un problème d'appropriation au niveau des agents de la douane. Mais je crois que ce processus se déroule, ce processus qui a été enclenché se déroule correctement. Simba devrait pouvoir prendre en compte la gestion totalement du département, notamment la gestion au niveau du trésor, au niveau du budget, etc. Simba est en phase de conception et nous pensons que sa mise en œuvre définitive devrait voir le jour d'ici l'année prochaine parce qu'il faut, c'est tout un long processus et dans un processus comme celui-là, il faudrait y aller, je pense, avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence pour ne pas que le basculement qui devra se faire entre GESCO vers Simba ne puisse pas souffrir d'un petit raté. Vous savez que GESCO, c'est un applicatif qui date déjà d'un certain nombre d'années.
qui connaît déjà ses limites. Alors maintenant, pour passer de GESCO à Simba, il faut justement que ceux qui vont arriver à avoir la charge de gérer Simba puissent vraiment être formés sur l'outil, pour ne pas que nous puissions connaître des déboires comme nous les connaissons aujourd'hui, un peu avec GESCO. Et l'avantage de Simba, c'est que nous aurons pratiquement des documents financiers qui seront assez vraiment fiables, où à partir d'un terminal donné, d'un bureau donné, vous pouvez avoir tout le renseignement que vous voulez pour que justement le principe de la reddition des comptes, principe sur lequel j'ai toujours tenu, puisse se faire de façon à ce que la Cour des comptes, qui contrôle un peu, qui contrôle la gestion de nos finances publiques, puisse être à même ou bien soit outillé pour justement arriver à correctement lire ces états financiers qui seront mis à disposition au niveau de cette institution.